Bonjour, et avant de commencer cette vidéo, je tiens bien sûr à vous souhaiter une excellente et très prospère année 2023 et je vais justement vous parler des tendances qu'on peut attendre pour cette année 2023 et des stratégies de placement, d'investissement qui seront à adopter en fonction du contexte qu'on a en ce moment. Alors, la première chose à noter, c'est que le ralentissement et la progression de l'économie américaine vers la récession se confirment et s'accélèrent. On a eu donc récemment l'ISM non manufacturier de décembre qui a été publié avec un effondrement de la composante nouveaux ordres de l'indicateur qui est passé de 56 en novembre à un niveau de 45 ici donc en décembre. Sont des valeurs qui sont déjà des valeurs de récession qu'on avait au moment de la crise du Covid, qu'on avait à l'été 2008 ou bien au plus fort de la crise 2000-2002 puisqu'on était à 41,30 en novembre 2001. Donc il y a une dégradation brutale au niveau de la composante service de l'économie américaine qui représente quand même 70% de l'activité là-bas. Donc ça c'est significatif. La courbe des taux est de plus en plus inversée. On dépasse maintenant 110 points de base sur le spread de taux entre 10 ans et 6 mois aux États-Unis. Des choses qui n'ont pas été vues depuis les années 70-80. Et en Europe, l'agrégat monétaire M1, qui est un bon indicateur pour prévoir des récessions, lui aussi, il est, vous voyez ici, en recul de 6,2% sur un an. Donc on a une grosse contraction, là aussi ça s'était produit en 2008, et encore de façon moindre que maintenant. Donc voilà, les conditions de liquidité des banques centrales sont de plus en plus restrictives. La taille du bilan des banques centrales s'est contractée de 10% sur les 12 derniers mois, c'est du jamais vu sur les dernières décennies évidemment. Donc il y a pas mal d'éléments défavorables qui se manifestent pour l'instant. Et ce qu'il faut noter aussi aux États-Unis, c'est l'effondrement du marché immobilier sous l'effet de la hausse des taux. Les emprunts hypothécaires sont en train de flamber. On est passé de 3% à plus de 7% en l'espace de quelques mois. Donc c'est considérable en termes de coût d'acquisition pour les futurs propriétaires. Et les ventes de logements anciens, vous voyez ici, se sont effondrées ici à des niveaux qui sont proches des points bas de la crise 2008-2009 et ça n'est peut-être même probablement pas fini, ça devrait continuer encore à baisser. Donc il y a quand même de très grosses probabilités à mon avis maintenant pour qu'on entre dans une situation de récession marquée sur l'économie américaine. Et aussi par contre-coup de façon peut-être atténuée sur les économies européennes également. L'autre point important, c'est la réouverture de la Chine. Officiellement, depuis depuis une dizaine de jours, le Covid a disparu en Chine, il n'existe plus, il ne constitue plus aucun souci. Du coup, tout le monde peut reprendre sa vie normale là-bas. Ils vont atteindre l'immunité collective en l'espace de quelques semaines et le problème Covid sera maintenant réglé. Donc ça c'est quelque chose de positif par contre pour l'ensemble des économies asiatiques et on pourrait avoir un rebond de l'économie chinoise lié au fait que les ménages n'ont pas pu consommer autant qu'ils l'auraient souhaité à cause de toutes les restrictions, des confinements, des fermetures qui ont été mises en place pendant l'ère zéro Covid et qui maintenant peuvent se remettre à dépenser. Donc Michael Pettis, qui est un bon spécialiste de l'économie chinoise, explique que les dépôts, les comptes à vue des ménages chinois ont augmenté de plus de 11% sur un an. Donc ils ont constitué un petit matelas de réserve qu'ils vont pouvoir maintenant dépenser puisqu'il y a plein de services nouveaux qui ouvrent en Chine. Donc ça c'est un élément important à prendre en compte également dans nos analyses évidemment. L'économie chinoise elle garde de gros problèmes sur le long terme quand même, de surendettement, de surinvestissement dans des projets plus ou moins douteux. Donc c'est pas du tout acquis que le rebond dure très longtemps là-bas, mais au moins pour 2023 je pense qu'on peut quand même compter sur un certain rebond de l'activité économique en Chine. L'autre point est qu'on a vu, toujours sur la Chine, des volontés d'apaisement, de réouverture récemment. Je pense qu'il y a
il y a quand même au sein du parti des débats qui existent et qu'on a dû dire à Xi Jinping qu'il allait trop loin dans les tensions envers l'Occident, que c'était pas favorable pour le moment à l'économie chinoise, et ça m'étonnerait, je peux me tromper évidemment, je suis absolument pas devin, mais c'est pas du tout l'hypothèse la plus probable pour moi qu'on aille vers un conflit avec Taïwan ou une matérialisation du risque géopolitique qui existe toujours entre Chine et Taïwan. Donc on pourrait avoir une année 2023 quand même relativement favorable sur le secteur chinois pour le moment. La deuxième chose à prendre en compte, sont les perspectives de désinflation qui s'accélèrent. Vous avez ici l'agrégat monétaire M2 aux États-Unis qui vient de passer pour la première fois, en tout cas depuis l'existence de l'indicateur, donc ça remonte, c'est une période quand même de plus de 40 ans, qui passe en négatif. Vous voyez qu'on a donc on est à moins 0,73% sur un an pour l'agrégat monétaire M2, et celui-ci est fortement corrélé avec une échéance de 12 à 18 mois sur le taux d'inflation. Donc on devrait avoir une désinflation marquée aux États-Unis et en Europe, à moins d'un événement vraiment extrême sur le plan du conflit Russie-Ukraine, mais dans tout autre cas de figure, on devrait aller vers une désinflation rapide. Bon, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo qu'on allait vers une période durable de forte inflation. Ça, c'est pas du tout incompatible en fait. Sont simplement deux échéances différentes. L'inflation forte liée aux problèmes d'offres qui vont se poser sur le pétrole et l'énergie, elle va concerner le long terme, à partir, on va dire, sur des échéances de 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. La désinflation, elle va porter sur le court moyen terme, sur des échéances de 6 à 9 mois. Donc on va dire premier semestre 2023, peut-être jusqu'à la fin de l'année 2023, mais pas au-delà. Donc là, je vous donne vraiment que des tendances pour 2023, donc de relativement court terme. Donc cette désinflation, elle est vraiment indiquée par l'agrégat monétaire M2, elle est confirmée par d'autres indicateurs. Il y a les loyers qui commencent à plafonner et à baisser aux États-Unis. C'est une composante bien très importante du taux d'inflation. On a aussi les coûts du fret qui continuent de baisser, la tendance se poursuit, donc on est revenu sur les coûts du fret au niveau, on va dire à peu près de la fin de l'année 2020. Et puis la réouverture de la Chine va permettre des approvisionnements beaucoup plus faciles et de régler les derniers problèmes de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises mondialisées. Donc là aussi, ça devrait faire baisser les coûts de production encore un petit peu plus. Donc ça, ce sont des tendances fortes. Maintenant, on va essayer de voir comment on va pouvoir traduire ça en termes de stratégie d'investissement. La première chose importante pour moi que je vois, c'est l'idée de vendre les États-Unis et d'acheter le reste du monde. Alors ça, c'est une idée forte qu'il va falloir préciser ensuite, mais il n'y a pour moi à peu près aucun doute sur le fait que, vu que les États-Unis ici, donc c'est un graphique sur Twitter de Top Down Charts, sont la grosse place de marché la plus chère du monde ou une des plus chères du monde. Vous voyez que le PR moyen sur 10 ans, le PER 10, donc on appelle ça le CAPE, le Shiller CAPE, est encore voisin de 30 en ce moment et très au-dessus de ses moyennes historiques du niveau normal d'évolution de l'indicateur. Ce marché devrait encore continuer à baisser. On a vraiment des anticipations de marge de résultats sur le SP500 qui sont très excessives. Les marges du SP500 sont historiquement élevées, largement supérieures à leur normale. Donc, à mon avis, en situation de récession, elles vont baisser, elles vont rejoindre leur normale. Et les estimations qui sont faites, les prévisions de bénéfices pour les années à venir sont nettement trop élevées. On prévoit actuellement une croissance des résultats du SP500 de plus de 15% entre la fin 2022 et la fin 2024. Ça me paraît complètement irréaliste dans un contexte de récession qui arrive aux États-Unis. Donc il y a pas mal d'éléments qui vont contribuer à une poursuite du marché baissier aux États-Unis, à mon avis. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Par contre, vous voyez qu'ici, les pays développés hors États-Unis, donc ça regroupe l'Europe, le Japon, Singapour, Corée du Sud, tous les pays développés de la zone Asie,
eux, ils sont sur des ratios de valorisation qui sont plutôt bas par rapport à leur moyenne historique. Donc là, on a des niveaux élevés qui sont en grande partie liés au Japon et à quelques autres pays. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a aucune surévaluation des pays développés hors États-Unis. Donc il y a certainement des opportunités d'achat dès maintenant qui pourront se présenter. Les marchés émergents, donc la courbe rouge, sont aussi sensiblement dans leur moyenne historique, donc ils ne sont pas surévalués et on pourra donc s'intéresser à certains marchés émergents de façon sélective sur l'année 2023. Donc ça c'est important. Une autre chose à prendre en compte à mon avis, ce sont le niveau des taux d'intérêt sur les obligations d'État à long terme, en particulier aux États-Unis. Les investisseurs, ils anticipent toujours en ce moment une inflation forte en 2023 et à mon avis, le niveau d'inflation en 2023 va surprendre vers le bas. Je vous le dis, c'est temporaire, mais il y aura quand même cette situation qui risque de se produire, donc une baisse plus forte qu'anticipée de l'inflation et donc des taux d'intérêt sur les emprunts à 10 ans américains qui pourraient baisser et ça pourrait favoriser le marché obligataire américain. Regardez ce qui s'était passé pendant la crise 2008-2009. Ici, vous avez le cours d'un fonds obligataire sur les bons du Trésor américain à 7-10 ans. Il était passé de 56 $ à 75 $ au cours de la crise. Donc l'arrivée de la récession, du cœur de la récession, avait provoqué une forte hausse donc des fonds obligataires américains. Je dis bien placés en bons du Trésor. Les obligations d'entreprise, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc vous avez des trackers qui permettent de suivre les cours des obligations d'État américaines, certains sans levier, d'autres à levier, et ça pourrait être une stratégie intelligente d'acheter ces trackers en visant une baisse des taux d'intérêt sur le 10 ans et une hausse du coût des obligations d'État et des trackers associés liés à l'arrivée de la récession et à une désinflation plus marquée que prévu aux États-Unis et en Europe. Donc voilà pour un premier axe de placement possible. Deuxième axe de placement possible, je vous disais, vendez les États-Unis, achetez le reste du monde. Donc on pourra prendre des positions baissières par intermittence en se concentrant vraiment sur les États-Unis qui sont le marché vraiment le plus cher, le plus surévalué et qui est appelé à baisser le plus. Ça c'est complètement vérifié sur l'année 2022. Donc vous voyez ici ce que le Nasdaq a fait. Donc le Nasdaq c'est la courbe verte, c'est évidemment l'indice le plus surévalué actuellement. En bleu on a l'indice SP500 qui a pas mal baissé, qui devrait aussi continuer à baisser. Et en rouge, on a un fonds value américain, donc formé de valeurs qui sont, qui ne sont pas surévaluées selon des critères d'analyse financière que j'utilise pas mal dans mes lettres, dans mes différentes formations aussi, qui lui, par contre, n'a pas spécialement baissé. Donc pensez à concentrer vos positions baissières que vous prendrez éventuellement sur le marché américain, sur le Nasdaq 100 et éventuellement, si vous voulez diversifier, sur le SP500, mais ne le faites pas sur des indices qui sont moins surévalués comme le Dow Jones par exemple. Donc voilà pour le sujet des positions baissières. Maintenant, la partie acheter le reste du monde, ça va se faire en étudiant les ratios de valorisation de différents pays. On va regarder ça tout de suite avec le site de Barclays qui vous propose des PER ajustés, des effets cycliques, donc des moyennes de bénéfices sur plusieurs années comparées à la capitalisation actuelle. Donc vous voyez ici la courbe bleue, la grosse surévaluation du marché américain, mais on a par contre des opportunités tout à fait claires qui se produisent ailleurs. Donc là c'est l'Europe, on a une situation à peu près moyenne, c'est pas encore parfait pour l'Europe. On a la Pologne ici, donc vous voyez à quel point la Pologne est sous-évaluée en ce moment, extrêmement bas. On est exactement au niveau où était la Turquie il y a un an et le TF turc cette année a fait plus 80%.
Donc si vous pouvez acheter des ETF sur la Pologne, sur l'Europe de l'Est, parce qu'on a des ETF Eastern Europe qui sont en gros à 70% composés de valeurs polonaises, donc ce sont des proxys de Pologne qui sont tout à fait valables. Ça, c'est une bonne stratégie. Je pense que ça, on peut associer vente, position baissière par intermittence sur l'US et achat d'ETF polonais pour être gagnant des deux côtés. On a Singapour ici, le marché singapourien qui est pas cher du tout, vous voyez, hein, sur ce graphe, hein, on est plutôt là aussi en bas de la fourchette d'évolution de l'indicateur. Et en plus, on a la Chine qui va réouvrir, qui va permettre aux entreprises singapouriennes qui sont quasiment toutes en forte relation avec la Chine d'exporter et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc il y a des opportunités sur le marché singapourien qui seront, à mon avis, à saisir sur 2023. Ce que j'ai pu voir aussi, on a la Corée du Sud qui est en ce moment sur des ratios de valorisation assez bas, et puis là aussi, il y a la proximité de la Chine qui peut bénéficier aux entreprises américaines, aux entreprises coréennes, et puis la place de Hong Kong, elle était vraiment pas chère en septembre-octobre, elle a rebondi. Mais ça reste quand même relativement bon marché par rapport au normal historique de l'indice. Donc il y a aussi des possibilités d'investissement là-bas. Un petit peu plus tard, pensez à surveiller le marché allemand. Ce marché allemand a déjà réalisé en septembre-octobre 2022 un relatif point bas. On le voit ici, hein, on était déjà pas mal dans le bas de la fourchette d'évolution de l'indicateur, quasiment au niveau du point bas de mars 2003, on était à 15,42. Là, on avait atteint 15,4. Donc, ce sont des niveaux bas. C'est pas impossible qu'on rechute, c'est même le plus probable en fait. Si on entre en récession aux États-Unis, en Europe, pas impossible que l'Allemagne rechute un peu, mais on aura probablement dans le courant de l'année 2023 une opportunité significative pour se placer sur des ETF allemands ou individuellement sur certaines actions allemandes. Évidemment, j'en proposerai dans les lettres PEA ou autres, puisque je suis quand même régulièrement tous ces marchés, qu'ils soient marchés développés ou marchés émergents, pour trouver des valeurs intéressantes. Donc voilà, c'est pour quelques idées. Si vous vous intéressez vraiment aux valorisations par pays, il y a le professeur Damodaran qui vient de mettre à jour sa base de données, donc il fait ça une fois par an en janvier. Là, il vient donc il y a peut-être hier ou avant-hier, en tout cas vous l'avez ici en exclusivité. Les ratios de valorisation de tous les pays. Alors lui, il a une méthode différente, il prend la valeur médiane. Donc il va regarder indépendamment de la capitalisation des valeurs. Donc sa méthode, elle va vous permettre de voir plus le secteur, les niveaux de valorisation du secteur petite, moyenne capitalisation, alors que le site de Barclays, lui, se concentre plus sur les grosses valeurs. Donc ce qui ressort de ce ratio de l'étude de Damodaran, alors là j'ai classé les pays par ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, parce que c'est le ratio qui va être le moins sensible aux effets de cycle. Quand on a une récession, les PER bougent beaucoup, les EBITDA peuvent bouger aussi beaucoup, le chiffre d'affaires beaucoup moins. On voit très bien dans ce ratio que on retrouve la Pologne et le Vietnam en tant que gros pays. Après, il y a des pays qui ne sont pas significatifs, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mozambique, où il n'y a quasiment aucune action cotée. Mais pour les marchés significatifs, on a la Pologne qui est bien placée dans le classement, puisqu'elle est numéro 27 sur plus de... On a quand même 137 pays qui sont classés. Le Vietnam qui ressort en tant que place intéressante, à forte croissance en plus, la Corée du Sud dont je vous parlais. Donc voilà pour ces quelques idées. Et on a ici un pays, une curiosité qui est le Japon, qui ressort vraiment parmi les pays les moins chers du monde. Donc le marché japonais, en fait, c'est un marché qui est très fracturé. Il y a des grosses capitalisations qui ne sont pas spécialement décotées. Elles ne sont pas très chères, mais elles n'ont pas de ratio de valorisation très attractif.
Et on a des small mid caps qui, elles, sont extrêmement bradées. Quand je fais tourner mes screeners, à chaque fois, je tombe sur des séries de valeurs japonaises comme ça, qui ont vraiment des ratios de valorisation très intéressants. Donc il y a aussi pour cette année 2023, si vous voulez aller sur l'Asie, n'hésitez pas à aller sur les small mid caps japonaises. Vous avez de bonnes affaires à réaliser. Bien sûr, j'en proposerai dans mes différentes lettres dans le cadre des abonnements que je propose. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il faut encore que je regarde un peu plus de façon un peu plus détaillée. Le rapport vient d'être publié, donc je le ferai dans mes prochaines analyses dans les dossiers associés aux différentes lettres. Mais on a ces opportunités sur les pays étrangers, donc hors US, qui se sont proposés actuellement pour 2023. Vous noterez que le marché français dans ce classement de Damodaran, donc par médiane, n'est pas si mal placé. Puisqu'on est ici à la ligne 36, donc on est en dessous de la moyenne mondiale. Ça signifie tout simplement qu'on a sur le marché français quand même là aussi des valeurs, notamment dans les small et mid caps, qui sont à des ratios de valorisation attractifs et qui peuvent tout à fait être achetées aujourd'hui si on est suffisamment sélectif, notamment dans un PEA. Voilà pour ces tendances que je voulais partager avec vous sur l'année 2023. Donc en résumé, des positions baissières, on pourra prendre des positions baissières par intermittence sur les marchés américains en se concentrant si possible sur les secteurs les plus chers, notamment Nasdaq 100 et en partie S&P 500. On pourra tenter des achats sur les obligations d'État à long terme en visant une baisse des taux liée à une désinflation plus forte que prévu. On aura des opportunités d'achat sur des marchés émergents, donc en étant sélectif. Je viens de vous donner lesquels, qui peuvent se faire avec des ETF. Et enfin, toujours des opportunités d'achat aussi sur des small mid caps décotés, que ce soit en France ou sur d'autres pays, puisque les placements value devraient largement surperformer les autres, comme ils l'ont fait, donc je vous le rappelle, exactement comme ils l'ont fait sur l'année 2022. Vous voyez ici les placements value américains, l'indice value américain, donc des valeurs décotées sur critères financiers, qui a largement surperformé le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Et on peut bien sûr faire encore beaucoup mieux en combinant plusieurs stratégies, c'est-à-dire stratégie value sur des pays relativement décotés, où on trouve de très belles opportunités.